Sunset running in the Oklahoma City bar. On our left, you can see the Ferris wheel. Over on the right is... Or evacuate. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en cette occasion spéciale d'Halloween. Je suis extrêmement contente de vous retrouver à cette occasion pour une vidéo qui va aborder les légendes urbaines. Je me suis intéressée à deux légendes urbaines qui nous viennent des États-Unis. La première c'est Black Eyed Children, la seconde c'est Goatmen. Vous verrez au cours de la vidéo, je vais d'abord passer par un aspect un petit peu témoignage, histoire, pour ensuite qu'on se concentre un petit peu plus sur la légende urbaine en elle-même. Écoutez, si jamais cette thématique de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si également vous avez des idées de pays abordés, eh bien n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite de bien profiter de la vidéo et je vous laisse avec la première légende urbaine. Urban legends, while they may seem like invented stories, sometimes hide forgotten truths. They are rooted in our collective fears, and sometimes they turn out to be more real than we think. I'm afraid of urban legends because they've either existed in the past or are based on facts that do exist. « 1996, Texas. Brian Bethel est journaliste et en ce soir de printemps, il doit aller déposer un virement dans la boîte aux lettres de son fournisseur internet. Alors qu'il est en train de rédiger le chèque sur un parking, deux adolescents viennent frapper à sa porte. L'un a 14 ans, l'autre 11. Ils ressemblent à des enfants de leur âge. Leur taille, leur aspect, leurs habits, rien ne dénote. Pourtant, lorsque Brian baisse sa fenêtre, il ne peut s'empêcher de ressentir un frisson de malaise à la vue de ces deux jeunes. Si leur apparence laisse clair qu'ils sont de simples adolescents, leur voix et leur aura laissent transparaître tout autre chose. D'abord, le plus grand réclame de l'argent. Lui et son ami en ont besoin afin d'aller au cinéma. Brian bafouille, il sent que quelque chose ne va pas. Comme si leur rencontre n'avait rien à voir ni avec l'argent, ni avec le cinéma. Les deux étrangers ne le lâchent pas du regard. Le plus âgé parle d'une voix calme, presque doucereuse et sournoise. Sa diction est d'une telle perfection qu'elle en devient presque hypnotisante. Mais ses yeux semblent dire tout autre chose. Brian sent qu'il n'est pas un simple interlocuteur pour l'adolescent, il est une proie. Son assurance, le ton lisse de sa voix, tout dans son attitude démontre qu'il est maître d'une situation dont Brian n'a pas connaissance. Et ça le terrifie. Quant au plus jeune du duo, il semble tendu, coupable. Tandis que le garçon de 14 ans insiste à nouveau pour que Brian leur donne de l'argent, celui-ci réalise, en regardant l'horloge de sa voiture, que la dernière séance de cinéma a commencé il y a déjà une bonne heure. Son angoisse monte alors d'un cran. Suivant son regard, le plus âgé trouve un autre prétexte pour continuer la discussion avec Brian. Celui-ci lui demande s'il peut les redéposer chez leur mère. Brian ne sait plus quoi penser. Aucune de leur histoire n'est cohérente et le plus jeune de 14 ans se montre extrêmement insistant. Même dans sa voiture, protégé par les portières de celle-ci, il se sent en danger. C'est lorsque les deux jeunes essaient d'ouvrir les portes de sa voiture que Brian réalise une chose. Chez les deux adolescents, leurs yeux sont d'un noir de jet. De grands lacs sombres, vides et sans âme. Brian pourrait s'y noyer. Ses yeux ne sont presque pas humains. Poussé par une terreur sans nom, il referme immédiatement sa fenêtre et commence à allumer le contact, prêt à fuir. Lorsque le plus âgé se rend compte de ce qu'il se passe, celui-ci change immédiatement d'attitude. Il est dans une rage noire. Il crie à Brian qu'ils ne sont pas armés. Il lui ordonne de lui ouvrir la porte et de les inviter à rentrer. « Nous ne pouvons pas rentrer sans votre accord » éructe-t-il.
Mais Brian ne peut plus supporter cette situation. Il fait marche arrière et sort du parking aussi vite qu'il le peut. Lorsqu'il jette un regard en arrière, les 2 adolescents ont disparu. Alex? Alex! Et on est parti pour le témoignage du Goatman. C'est un témoignage assez long, je vous préviens. Cette histoire, c'est celle d'Anansi, et elle se passe aux États-Unis en 2005. Il a 16 ans, et pour quelques jours, il rend visite à sa famille située à Huntsville, en Alabama. Son oncle y possède une certaine quantité de terres où sont placées une grande maison ainsi que des caravanes qui ont été réparties dans la forêt pour les moments de pause en chasse ou pour du camping. À l'occasion de la venue d'Anansi, un de ses cousins, Melvin, propose que tous aillent camper dans la grande caravane près de la rivière. C'est une forme de taquinerie vis-à-vis du jeune homme considéré comme le petit citadin de Chicago. Ils iraient ramasser de la nourriture, tueraient un cochon pour l'occasion, apporteraient le nécessaire pour camper quelques jours. En plus, il n'y avait pas de réseau donc, une véritable aventure. Au total, le petit voyage compte 10 personnes, toutes âgées de 15 à 17 ans. 5 sont des cousins d'Anansi et 4 sont des amis qui les ont rejoints en cours de journée. Les affaires prises, les 10 adolescents et adolescentes se dirigent vers la caravane près de la rivière pour y déposer leurs sacs. En chemin, ils réalisent qu'il y aura bien sûrement un orage cette nuit, car selon Anansi, il y a une drôle d'odeur dans l'air, comme s'ils sentaient l'électricité, quelque chose de métallique. Une fois leur matériel déposé, le groupe va se baigner dans la rivière et fait la connaissance d'un ami de l'oncle d'Anansi ainsi que son fils Tanner. Après un échange d'un court instant, Tanner décide de passer la soirée avec Anansi et son groupe. Après avoir passé la journée à s'amuser, les adolescents et adolescentes décident de se réunir autour d'un feu de camp pour la soirée. Tanner explique alors que la propriété de sa famille est juste à côté de celle de l'oncle d'Anansi et qu'il aimerait demander à son père s'il peut rester camper avec eux. Rooster, un des cousins, ainsi qu'une des filles, Sonia, se propose pour l'accompagner. Au moment où le trio part, la nuit commence à tomber. Au loin, on ne voit plus que la lumière de leur lampe torche éclairant le sentier menant à la maison de Tanner. Le reste du groupe se détend autour du feu et papote, en attendant le retour des autres. Quelques minutes plus tard, Anansi sent à nouveau cette odeur d'électricité. Une odeur cuivrée, désagréable, comme celle que l'on sent après avoir saigné du nez. Elle les prend à la gorge et d'une telle intensité que le groupe se met à la recherche d'une fuite ou d'une panne qui serait à son origine. Étrangement, personne ne trouve rien. C'est alors que tout le monde se retourne vers la forêt, attiré par des bruits de bras très rapides, se dirigeant vers eux. C'est Rooster, Tanner et Sonia. Ils courent vers la caravane comme si le diable était à leur trousse. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur de l'habitacle que les 3 jeunes réussissent à se calmer. Le reste du groupe les ont rejoints dans la caravane, inquiets. Rooster pleure à chaudes larmes. Lorsqu'un des cousins se dirige dehors pour voir ce qui aurait pu les poursuivre, Tanner s'écrie « Ne sortez surtout pas, fermez la porte, personne ne doit aller dehors !» Il a l'air terrifié. Après avoir repris son calme, le jeune homme explique qu'ils sont bien allés chez son père. Celui-ci a donné son accord à condition que personne ne sorte seul dans la forêt. Le trio rassure le père de Tanner. Ils sont 10 sur une propriété privée, il ne devrait rien leur arriver. Lorsqu'ils ont repris la route vers la caravane, il faisait nuit noire. Le sentier était seulement éclairé par leurs lampes et tandis qu'ils avançaient, Sonia s'est mise à entendre quelque chose dans les buissons, à côté du sentier. Tous ont alors braqué leur lumière dans la direction indiquée par la jeune fille. Et dans les bois, ils y ont vu quelqu'un, debout. Rooster a demandé qui était là, tout en essayant de mieux distinguer la silhouette,
et il s'est rendu compte qu'elle leur tournait le dos. Elle ne leur a pas répondu. Mal à l'aise, les 3 adolescents et adolescentes continuent leur route, alors qu'au même moment, une odeur désagréable, cuivrée et métallique leur vient aux narines. Tout en continuant leur marche, Sonia se retourne discrètement et réalise que cette fois-ci, la silhouette se trouve sur le chemin, un peu plus proche d'eux. Et elle leur fait toujours dos. La jeune adolescente le fait remarquer aux autres et le trio se met alors à marcher plus vite. Les 3 adolescents et adolescentes entendent alors des grincements dans les bois. Le bruit s'intensifie à mesure que les 3 jeunes voient le feu de camp au loin se rapprocher. C'est alors que Sonia a braqué sa lumière vers la forêt et qu'elle a vu une créature humanoïde se déplacer brusquement. Elle s'est mise à courir, entraînant les 2 autres dans sa course. Cette chose a fini par sortir des bois, mais avant qu'elle n'ait pu les rattraper, le trio se trouvait déjà dans la caravane, à bout de souffle. Junior, le plus jeune des cousins d'Anansi, s'est alors hasardé à parler de l'homme-chèvre, mais fut rapidement coupé par son grand frère, Melvin. Ce ne sont que des légendes, et ce dernier pense qu'il s'agit davantage d'inconnus décidés à effrayer des adolescents et adolescentes, et dans tous les cas, il devait rester vigilant, parce qu'il sentait que personne au sein du groupe n'était rassuré. C'est autour de 22 heures, après plusieurs heures de calme, que l'atmosphère se détend. Le groupe finit par sortir de la caravane, attiser le feu et reprendre sa soirée tout en restant vigilant. Anansi, comme les autres, pense que s'ils cèdent à la panique et retournent vers la maison, ils se feront poursuivre dans les bois. Finalement, le reste de la nuit se déroule sans encombre et dans une ambiance de fête. Ils finissent même par se dire qu'ils se sont sûrement pris la tête pour rien. C'est ainsi que la petite bande décide de passer une seconde nuit dans les bois. Et rien d'étrange ne se produit la seconde nuit, jusqu'à 4 heures du matin. Anansi, ses cousins et ses nouveaux amis sont autour du feu. Tous boivent tout en se racontant des histoires de fantômes. D'un coup, l'odeur revient. Elle est si forte qu'une des filles se met à vomir. C'est Lucie. L'air est devenu moite. L'ambiance a changé. Anansi regrette immédiatement de ne pas être rentrée chez son oncle quand il en avait eu encore l'occasion. Au fond d'eux, chacun des jeunes sait ce qu'il est en train de se passer. Les seuls moments où ils ont pu sentir cette odeur fut lorsque les inconnus d'hier se trouvaient près d'eux. Junior revient sur l'histoire de l'homme-chèvre, mais Melvin le coupe à nouveau. Quant à Anansi, il sent que quelque chose cloche, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Finalement, tous décident de se réfugier dans la caravane et commencent à cuisiner pour se changer les idées. Alors que la petite bande mange son repas, blottis les uns les unes contre les autres, Lucie lève les yeux d'un coup et pousse un cri d'exclamation. « Mais t'es qui, toi ? Lâche-moi » Prise de panique, Lucie bondit hors de la caravane. L'angoisse monte d'un cran au sein du groupe qui suit Lucie à l'extérieur pour des explications. La jeune fille finit par expliquer qu'elle s'est mise à compter les personnes dans l'habitacle et au lieu d'être 11, elle en a compté 12. En passant les visages en revue, elle a réalisé qu'elle ne connaissait pas la fille qui était à côté d'elle. Elle ne se rappelait pas l'avoir rencontrée. Alors qu'elle la regardait avec des yeux écarquillés, l'inconnu lui a lancé un regard noir, lui a serré violemment la cuisse et lui a soufflé quelque chose à l'oreille qu'elle n'a pas compris. Lucie s'est donc mise à crier. Et c'est là qu'Anansi comprit son appréhension avant de rentrer dans la caravane. Personne ne se connaissait très bien au sein du groupe. Et la fille en question s'était incrustée si discrètement que personne ne l'avait remarqué. Melvin, le cousin le plus âgé, propose que tous se réfugient dans la caravane pendant qu'il va chercher un fusil dans une cabine située non loin de là. Leila, une des amies, se porte volontaire pour l'accompagner. Lampe de poche en main, il est 7 heures du matin lorsque le duo quitte le campement. Alors que tout le monde dort dans la caravane, Anansi monte la garde et attend impatiemment le retour de ses 2 amis. Les heures passent, il est 8 heures et toujours personne à l'horizon. En se levant pour aller à la salle de bain, Jenny jette un coup d'œil par la fenêtre et aperçoit Leila. Elle est de dos et elle ne bouge pas. Quand Jenny le fait remarquer, Anansi est saisie d'un mauvais pressentiment. N'était-elle pas avec son cousin, Melvin ? Et surtout,
Pourquoi sent-il à nouveau cette odeur d'électricité? Mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, Jenny sort de la caravane pour aller chercher Lucie tout en l'interpellant. Mais elle ne réagit pas. Seules ses épaules se mettent à bouger, d'un coup, comme secouées d'un fou rire silencieux. Leila s'arrête à mi-chemin. Au même moment, Anansi réalise quelque chose d'étrange. Il n'y a aucun bruit dans la forêt. C'est un silence de mort très inhabituel qu'il perçoit à la place. Pris d'un mauvais pressentiment, il appelle Jenny et lui intime de retourner immédiatement à la caravane. Celle-ci ne se fait pas prier et revient au pas de course. Le groupe décide alors d'installer une chaise face à la fenêtre pour surveiller la chose se faisant passer pour Lucie. Au bout de 20 minutes à l'observer, Junior se tourne vers Anansi pour lui dire qu'elle est toujours là. Au moment où il ouvre la bouche, de violents coups se font entendre à la porte. Alors qu'ils entendent Melvin et Lucie leur crier d'ouvrir la porte, tous remarquent que la créature se faisant passer pour la jeune fille a disparu. Une fois à l'abri dans la caravane, le duo explique qu'en retournant en direction de l'habitacle, fusil en main, ils ont entendu une branche craquer derrière eux. En se retournant, ils ont vu Sonia, les observant à quelques mètres, le regard vide, un sourire aux lèvres. Lorsque les deux amis se sont mis à lui parler, son sourire s'est agrandi. Lucie et Tanner ont tout de suite compris qu'il ne pouvait pas s'agir de Sonia. L'odeur du sang qui accompagnait son apparition confirmait leurs craintes. Ils se sont alors mis à courir et ce qui se faisait passer pour Sonia s'est mis à les poursuivre. C'est une fois arrivés à la caravane que le duo s'est rendu compte qu'ils étaient à nouveau seuls. Le temps pour le groupe de préparer leurs affaires et il est 11h. Le ciel est sombre, un orage arrive. L'atmosphère est extrêmement tendue et personne n'ose se regarder ou dire quoi que ce soit. Leur silence est alors interrompu par de violents coups frappés à la porte. Tous sursautent alors qu'une voix bizarre, éraillée et aiguë se fait entendre. Elle leur intime de lui ouvrir la porte, qu'il est temps d'arrêter de jouer. Même si la voix est posée, elle ne semble pas humaine, comme une grotesque imitation. Le groupe d'adolescents et d'adolescentes se regarde, ne sachant quoi faire alors que Melvin se saisit du fusil. Il prévient la créature qu'il est armé et qu'il est en droit de se défendre. La chose lui répond d'un long rire désabusé et bientôt, le groupe peut entendre la chose ramper autour de la caravane. Elle est très rapide. Parfois, elle revient frapper à la porte et chantonne « Laissez-moi rentrer ». Parfois, les coups sont tellement forts que toute l'habitation tremble. Les adolescents et adolescentes n'osent plus bouger, paralysés par l'angoisse. Ce n'est qu'au bout d'une heure que ce petit jeu s'arrête. Un silence lourd remplit l'atmosphère. Melvin, à bout de nerfs, finit par sortir en trompe de la caravane fusil en main. Il tire un coup en l'air en menaçant la créature qu'il n'hésitera pas la prochaine fois à la chasser. En guise de réponse, un hurlement se fait entendre dans les bois. C'est une voix inhumaine, profonde et caverneuse. Melvin tire dans la direction du hurlement et quelque chose tremble dans les forêts. Pris de panique face à l'inconnu, le jeune garçon retourne directement dans la caravane. Le hurlement se fit entendre les 2 heures qui suivirent. En début d'après-midi, c'est au tour de l'orage de faire son apparition. Les jeunes, exténués de leur mésaventure des jours précédents, décident de se reposer une dernière fois avant de reprendre la route, attendant par la même occasion que l'orage se calme. En début de soirée, l'orage est passé et le ciel est plutôt clair. Le groupe se met donc en chemin silencieux. Personne n'ose regarder vers la forêt. Seul Rooster, pour qui c'était le tour de garde, reste alerte, fusil en main. Une fois arrivés dans la maison, tous sont soulagés et la tension redescend. Adam, un des cousins d'Anansi, s'isole quelques instants avec lui et lui raconte son tour de garde de la fin d'après-midi. Il était 18h et l'orage s'était calmé. Il commençait doucement à somnoler quand, du coin de l'œil, il aperçut la porte de la salle de bain s'ouvrir et une personne en sortir. Or, il n'avait vu personne du groupe se lever pour y aller. Ainsi, il décide de faire semblant de dormir et d'observer la chose sortie de la salle de bain. Alors qu'il survole le nombre de personnes endormies, il n'est pas étonné d'en compter une de plus. Il n'ose pas faire un geste ou commencer à pointer son arme pour plusieurs raisons. La caravane reste un espace fermé, tout le monde est extrêmement tendu, et il ne sait pas comment est-ce que la créature pourrait réagir. Alors il reste là, à l'observer. De temps en temps, elle semble rire silencieusement. À d'autres moments, la chose observe les personnes, les renifle,
mais ne fait rien de plus. À aucun moment, son immense sourire ne quitte son visage. La créature semble s'extasier de ce qui l'entoure, mais d'une manière malsaine, comme si elle était en position de pouvoir. Au bout d'un moment, elle a fini par retourner dans la salle de bain et n'en est jamais ressortie. Lorsqu'Adam est allé y jeter un coup d'œil, la petite fenêtre de la pièce était ouverte et la salle de bain était vide. Il l'a immédiatement refermée et est reparti finir son tour de garde. La petite bande est rentrée à la maison et rien de plus ne s'est produit. Au final, Anansi ne sait pas quoi penser de cette histoire. La seule chose dont il est certain, c'est qu'il ne s'agit ni d'un mauvais coup de ses cousins, ni d'une farce de leurs amis. Personne n'a osé raconter quoi que ce soit à l'oncle d'Anansi, de peur de ne pas être cru. Alors pouvait-il vraiment s'agir de l'homme-chèvre? Et si oui, que désirait cette créature? Pour notre témoignage des Black Eyed Children, à savoir que l'histoire que je viens de vous raconter, c'est l'histoire originelle de la légende urbaine des enfants aux yeux noirs. En effet, il s'agit de Brian Bethel, qui, le 30 juillet 1997, a publié sa mystérieuse rencontre avec ces deux adolescents sur un site internet qui s'appelle usenetalt.magic. Bientôt suivi de d'autres témoignages, on retrouve des histoires à différentes époques de personnes qui auraient différentes tranches d'âge. Globalement, qu'est-ce qu'il y a de commun à cette légende urbaine? Eh bien, c'est que la légende des enfants aux yeux noirs définit notamment des créatures âgées de 6 à 16 ans, avec une peau très pâle et des yeux d'un noir de jet. Si on leur prête plutôt une apparence qui est enfantine, si l'on fait un minimum attention à l'attitude de ces créatures, eh bien on pourrait plus leur prêter les traits d'un adulte aux attentions extrêmement sombres et à une force quasi surhumaine. Leur but principal, ça va être de rentrer soit dans votre domicile, soit dans votre véhicule. Ça a plutôt de quoi nous rappeler l'histoire des vampires finalement. Et donc, on ne sait pas ce qu'il adviendrait aux personnes qui laisseraient justement ces créatures rentrer chez elles. Au niveau des témoignages, à chaque fois, les adultes font un minimum preuve de bon sens et finissent par refermer la porte. Donc, peut-être que le mieux, c'est que nous ne soyons jamais au courant des joyeuses festivités qui pourraient se passer si l'on laissait rentrer ce genre de créatures chez nous. Non ? Pour notre témoignage sur le Goatman et au niveau des versions de l'explication de la légende urbaine, j'en ai trouvé plusieurs. Déjà la première, il y a l'explication d'Anansi qui explique que pour lui, le Goatman, c'est une créature qui peut revêtir différentes apparences et en gros son objectif, c'est de pouvoir s'incruster dans un groupe de personnes et de se nourrir de la peur qui est générée au sein de ce groupe. Donc une créature plutôt sournoise et assez discrète. Mais ensuite, j'ai trouvé d'autres versions et par souci d'honnêteté, je tiens à vous les partager. Déjà pour une simple et bonne raison, c'est que ce qui est beau avec les légendes urbaines, c'est leur appartenance commune. Donc, la multiplicité des témoignages ou des histoires, ça permet non seulement d'entretenir le mystère de ces légendes urbaines, mais aussi de les faire perdurer. Au niveau des origines, on se retrouve sur différentes sources. Ça peut être une créature d'un cirque qui est à la recherche de vengeance pour cause de maltraitance, une expérience scientifique qui aurait mal tourné, ça on connaît, ou encore une personne qui chercherait à se venger parce qu'elle a fait un pacte sataniste avec le diable, voilà. Ensuite, au niveau des effets, ça dépend. L'homme-chèvre, ça serait tantôt cette créature qui se cache sous les ponts, qui imite une voix humaine afin d'attirer les plus infortunés et ainsi les dévivanter, comme dirait à regarder après minuit, ou sinon c'est cette créature qui est mi-chèvre, mi-humaine, qui va se balader dans les bois avec une hache afin de dévivanter toujours des adolescents et des adolescentes. Donc voilà pour la multiplicité des versions de cette légende urbaine. Toujours est-il que ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, l'homme-chèvre, sa légende urbaine, c'est que c'est une créature mi-humaine, mi-chèvre, et que globalement, ses intentions ne sont pas extrêmement louables. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez m'envoyer vos témoignages à l'adresse mail juste ici, whatsupwitches@gmail.com, et bien surtout, n'hésitez pas. Ces témoignages, ces histoires se retrouveront bien sûrement dans une vidéo et ils peuvent rester anonymes
et insu. Ensuite, si également au niveau des légendes urbaines vous voulez que j'aborde d'autres pays, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année, et sur ce, c'est une fin de tournage.